j'imagine que quand vous parlez de la ville, vous parlez de l'agglomération urbaine de Dakar. Pas la ville au sens administratif. L'agglomération urbaine, elle comprend Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque. C'est une ville, presque région. C'est la zone de la capitale qui accueille l'essentiel des ressources économiques, humaines, institutionnelles, administratives du pays, qui fait face. Vous savez, quand on parle de durabilité au niveau urbain, tout le monde connaît le concept de développement durable, avec la trilogie, le social, l'économique et l'écologie. Mais quand on est dans un contexte urbain, moi j'y ajoute le contexte de la gouvernance territoriale. Elle est essentielle pour promouvoir la durabilité. Bien sûr, le maître mot de la durabilité, c'est la perspective écologique. Aujourd'hui, dans une ville comme Dakar, vous avez regardez la problématique, certaines des problématiques qui sont agitées. Par exemple, la problématique des inondations. Au-delà de toutes les autres questions sur l'aménagement, il y a le traitement qu'on a accordé au milieu humide n'a pas été salutaire, a été un facteur amplifiant. Donc, le fait que dans l'histoire, à Dakar, il y avait tellement de marigots, de mares, de lacs, et surtout qui ont tous été comblés. On y accompagne une déforestation. Souvent, on essaie d'opposer les ressources naturelles, l'écologie, à la ville. C'est faux. L'écologie, c'est ça qui va rendre même notre vie urbaine, améliorer la qualité de la vie urbaine. Regardez les arbres, qu'est-ce qu'ils font? Je fais citer souvent à mes étudiants les bienfaits de l'arbre. On peut dépasser 20, 30, 20 et quelques bienfaits. Dans les pays, je donne toujours l'exemple de la question des plans d'eau. Quand vous allez dans les pays développés, vivre à côté d'un plan d'eau, c'est un luxe, c'est pas n'importe qui peut le faire. Même ici, actuellement, les gens sortent de Dakar pour aller chercher de la nature quelque part. Donc, le sort que nous avons réservé à la nature, ça, il faudra rapidement qu'on inverse la courbe. Donc, quand on parle de durabilité, la question écologique est essentielle. Écologie au sens de la végétation, écologie au sens des milieux humides, écologie au sens de la qualité de l'air. Vous savez, depuis quelques années, on parle beaucoup de la détérioration de la qualité de l'air à Dakar. Quelles vont être les répercussions? C'est sur les maladies respiratoires, et ainsi de suite. Donc, vous avez les fonctions de l'arbre par rapport à l'air, et ainsi de suite. Donc, nous avons cette dimension sur le plan des ressources écologiques. C'est un axe fort de la durabilité. Il y a aussi, moi, ce quatrième pilier que j'ajoute beaucoup, c'est la question de la gouvernance territoriale. Vous savez, il faut qu'on s'accorde quelque part. Il ne faut pas qu'on soit hésitant sur la question de la décentralisation. Hésitant, ça veut dire que je fais un pas en avant, deux pas en arrière. Nous devons capaciter les collectivités territoriales. Nous devons renforcer les ressources techniques, humaines et financières. Nous devons promouvoir des actes de bonne gouvernance à l'intérieur de nos villes. Nous devons impliquer les populations dans la prise de décision locale. Nous devons assurer une gestion foncière transparente. C'est essentiel. Vous savez, le foncier, le sol, le foncier, c'est la partie juridique du sol, mais le sol en soi lui-même. Si on arrive, tout développement urbain signifie une bonne maîtrise du sol. Et ça passe aussi qu'avoir des systèmes de planification beaucoup plus participatifs. Aujourd'hui, quand même, dire que on a un plan d'urbanisme, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que les acteurs, que ce soit les citoyens, les associations, les acteurs privés, les ONG, sont au courant des prescriptions de ce plan? C'est ça qui est important. Est-ce que les ménages qui cherchent où habiter sont au courant des prescriptions du plan? Nous avons un immense défi au niveau de la planification participative, la planification territoriale participative. C'est pour ça que je l'ai mis sur l'angle de la bonne gouvernance territoriale, la dimension foncière, la dimension des collectivités territoriales, la dimension de la planification participative, la dimension de la capacitation des collectivités locales. On ne pourra pas, en milieu urbain, nous contenter des trois piliers par rapport à la durabilité. Ce pilier sur la gouvernance sera essentiel. C'est un aspect extrêmement important. Bien sûr, maintenant, nous avons deux piliers classiques. C'est l'économique. Mais sur l'économique, il faut faire attention. On ne peut pas se passer d'une intégration des acteurs informels. Pas du tout.
On ne peut pas se limiter à dire que l'industrie, même la micro-industrie, même formelle, trouvons les voies pour les associer au développement urbain. Trouvons les voies à ce que les PME locales soient porteurs de ce développement économique. Trouvons les voies par rapport aux jeunes et par rapport aux femmes sur l'activité économique. Donc, quand on parle de social, maintenant, on revient sur les enjeux, lutter contre les disparités, ainsi de suite. Donc, sur chacun de ces quatre piliers, j'essaie de résumer ce qui paraît être l'enjeu par rapport à la durabilité pour une zone aussi vitale que la région de Dakar. Dans le passé, souvent on répète beaucoup, on dit ouais, les ressources, ça vient du monde rural, mais il faut que les gens arrêtent certaines configurations. Le Sénégal n'est pas rural à 70%, c'est faux. Dans quelques années, on sera presque 50% urbain, 50% rural. Aujourd'hui, on est presque à 48% urbain. Donc, c'est sûr de répéter des choses comme ça. L'urbanisation est un processus là inéluctable, il faut l'encadrer. Il faut rééquilibrer, bien sûr, le territoire. Mais il ne faut pas se rêver. Dès qu'il y a une agglomération, il va continuer. Ce n'est pas des actions. Souvent dire qu'on crée une nouvelle capitale comme ça, on réduit la pression sur Dakar. La pression sur Dakar ne sera pas de cette manière-là. Il faut bien sûr investir dans les autres territoires parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a des zones urbaines au Sénégal qui croissent plus rapidement que la région de Dakar. Ah oui, qui croissent vite. Et là-bas aussi, on voit le décalage entre cette croix démographique et la prise en charge de l'urbanisation, autant au plan des infrastructures, au plan des services qui sont offerts. Donc, si je reviens maintenant à la question de la durabilité, parce que vous vous intéressez beaucoup à la région de Dakar, à la région capitale, à l'agglomération de Dakar, sur ces 4 piliers, voilà les enjeux que j'ai reçus. Maintenant, la prise en charge nécessite une inversion dans les approches. On ne peut pas parler de durabilité si on n'agit pas dans le long terme. Si on n'a pas une articulation entre l'immédiat, le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais une ville durable, je vous dirais, comme je vous ai dit, une ville où il y a la bonne gouvernance sur le plan territorial, où il y a un développement social qui est équitable, où il y a un développement économique qui est efficace, où il y a une gestion prudente des ressources naturelles et écologiques. Tous ces 4 piliers, voilà ce que je considère comme une ville durable. Maintenant, comme je le dis, et je pense que vous avez enclenché là-dessus, vous appelez la notion de vision. C'est une notion qui est très chère à moi. Moi, je dis que le premier mouvement citoyen que j'ai aidé à mettre en place, s'appelle Vision Rufisque, en 2006. Donc la notion de vision est essentielle. Parce que, tu sais, il faut, avant d'agir dans l'immédiat, il faut considérer quelle est notre vision. Il faut se projeter dans le long terme. Où est-ce qu'on veut arriver? Quel est le futur que nous escomptons, que nous espérons? Mais sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de projets que les gens peuvent réaliser, mais qui vont se neutraliser. Par exemple, des projets qui, par exemple, comme on dit en Wolof, ni de gaz ni de soul. Donc, alors qu'il peut y avoir des projets qui ont gaz, des projets qui ont soul. Quelle est la vision autour de ça? Absolument rien. Parce que quand nous avons telle vision pour notre collectivité territoriale, une vision partagée maintenant par l'ensemble des acteurs, ce n'est pas aux élus locaux uniquement d'avoir la vision. Ce n'est pas uniquement les acteurs communautaires d'avoir la vision. Ce n'est pas les autorités centrales. La vision, elle est partagée. Nous tous, en tant qu'acteurs, nous disons, voilà le futur que nous espérons pour ce territoire qui est l'agglomération de Dakar. Maintenant, après que les choses sont saines, pour traduire cette vision dans la réalité, il faut aller sur des questions stratégiques, il faut aller sur des questions d'action, venir jusqu'aux projets immédiats, qui sont les projets. Donc la notion de la vision, elle est essentielle dans la durabilité. Et c'est un autre principe essentiel, c'est la notion de la transversalité. On en a beaucoup parlé. Durant les inondations, je donne l'exemple parce que je travaille beaucoup sur ces questions-là. On voyait des gens qui venaient construire une route, barrer les eaux. Ça, c'est le symbole du cloisonnement, de la sectorialité. Moi, je m'intéresse à ma route. Alors que je ne me pose même pas la question. Même ma route que je suis en train de faire dans cette agglomération, mais peut-être qu'elle peut contribuer aussi à la solution des inondations. Mais j'ai comme obligation de faire ma lutte, de la protéger, de la préserver. Mais mon Dieu, ça c'est
c'est le symbole de la sectorialité. Il faut être décloisonné, il faut être transversal, il faut être pluriel au niveau urbain. Parce que la route est aussi un drain. Elle peut même servir presque de canal. Donc il y a d'autres principes qu'il faut promouvoir pour assurer le développement urbain durable. Au niveau, par exemple, urbain, c'est comme là. Aujourd'hui, oui, nous sommes d'accord, le principe de la mixité. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas qu'on continue à avoir des sites d'habitat avec une seule fonction ou avec un seul type de population. La mixité, elle est utile. Il ne faut pas... Bon, l'État tente, dans ce nouveau développement urbain, de promouvoir la mixité sociale, la mixité sur le plan des fonctions. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Dans le passé, quand on apprenait l'urbanisme, la question du zoning était importante. On se disait que telle fonction doit être ici, telle fonction doit être là. Mais maintenant, on tente, parce qu'on se dit que ça crée des îlots, on tente de les associer davantage. Il y a aussi une autre aspect qui est extrêmement important. Il faut qu'on s'accorde là-dessus. Si on ne veut pas continuer l'étalement urbain que nous avons, l'étalement, la conséquence, c'est quoi? Des problèmes sur les infrastructures, des congestions atroces dans les transports. Donc, tout un tas de mots. Mais on est obligé souvent de promouvoir la densité. Mais c'est en verticalisant un peu. Moi, je me dis, tout Sénégalais peut-être rêve d'avoir sa maison avec sa cour, avec son jardin, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis d'accord. Mais il faudrait que, dans certaines zones, les nouveaux lotissements, on verticalise davantage. Ça permet d'éviter de combler ou de dégrader les ressources naturelles qui sont présentes. Ça permet, c'est plus simple de fournir les infrastructures et les services quand nous avons des densités un peu importantes dans certaines zones. Mais il faudra que ce soit planifié. Aujourd'hui, vous entendez sûrement beaucoup parler du projet du BRT, mais aujourd'hui, le BRT, c'est du transport de masse, c'est intéressant, mais ce serait encore davantage intéressant si on avait le long de tous ces corridors un habitat très verticalisé. Sinon, voilà, ils sont obligés de procéder à des rabattements sur certains nœuds pour pouvoir les transporter. Donc, de façon globale, sur le tissu urbain, par exemple, mon département refuse tous les nouveaux développements sur Bambilor. Il faut, même si c'est des lotisseurs privés, même si c'est des lotisseurs publics, veiller souvent à ce qu'on verticalise l'habitat. Préserver certains types, certains vergers, certains milieux humides, préserver certains cours d'eau, verticaliser pour avoir une importance démographique par une densité au mètre carré pour pouvoir asservir beaucoup plus facilement par rapport aux infrastructures. Voilà un ensemble de principes qui peuvent aider à promouvoir la durabilité dans des grandes agglomérations comme Dakar. Il faut aussi regarder dans l'activité économique. Les femmes sont très présentes dans le commerce. Aujourd'hui, quel est notre problème au niveau de l'aménagement urbain? Regarde la présence des équipements collectifs. Depuis combien de temps vous ne voyez pas des nouveaux marchés dans la région de Dakar? Des nouveaux cimetières. Oui, on est complètement à terre par rapport à ça. Et les marchés, regardez les marchés. Les personnes qui sont les plus affectées sur le monde, c'est les femmes, parce que c'est elles qui assurent un peu cette fonction-là au niveau aller chercher les aliments, les condiments, et ainsi de suite. Donc, aménager de bons marchés où les marchés avec des limites précises, connues, avec des zones d'ouverture, de fermeture connues, avec des voies pour circuler correctement, avec beaucoup moins d'insécurité. Quand même, je pense que les femmes demanderaient beaucoup ça par rapport à la vie. Et regardez aussi l'activité économique quand on parle de la question de l'éclairage public. Aujourd'hui, sur les statistiques, combien de femmes sont chefs de ménage dans cette région de Dakar? Peut-être 20%. Regardez beaucoup de femmes dont l'activité principale c'est dans le commerce. Regardez toutes les difficultés qu'elles ont par rapport au transport et par rapport à l'insécurité. Donc, adresser ces questions-là,
c'est quand même impacté significativement sur les femmes. Donc, et quand je dis adresser la question des transports, je parle de faire attention à l'étalement urbain, de verticaliser de façon planifiée, de faire attention à l'étalement urbain, parce que ça va, avec un verticalisant, on a des infrastructures beaucoup plus utiles, ainsi de suite. Il y a certains types d'infrastructures. Par exemple, regarde la question des déchets. Il ne fait pas doute que c'est une activité dans le ménage qui est à la charge presque des femmes, le ménage. Si nous avons une ville où l'extension n'est pas planifiée, on n'a pas accès, les camions n'ont pas accès, le service n'est pas assuré d'une certaine manière, les populations impactées sont les femmes. Je dis, quand on parle des gens, c'est plus que les femmes. Mais les enfants aussi. Je dis, il faut quand même... aujourd'hui, on va dans certains lieux où on voit des activités d'enfants, par exemple des activités génératrices de revenus. Regardez même au niveau de la décharge. On sait qu'une ville qui n'est pas bien aménagée, deux aspects. La banlieue, ce qu'on qualifie de banlieue, l'une des raisons, c'est le défaut de planification, de lotissement. Et qui dit le défaut de planification de lotissement dit quoi? Absence de certains types d'équipements collectifs. L'école, suffisamment. Souvent, c'est les écoles, puis on transforme des endroits, ou met ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi? Toute la difficulté pour les enfants d'avoir accès à une éducation de bonne qualité parce qu'il faut faire de longues distances ou aller dans les transports qui sont vraiment en congestion, dans toute une fatigue pour cette qualité. Donc, cette discrimination par rapport aux enfants passe pour l'enrayer, pour l'atténuer, ça passe par une ville qui est aménagée de façon beaucoup plus durable. Toutes ces questions, en fin de compte, c'est pourquoi dans la ville, il faut regarder la ville de façon très plurielle. Dans une ville durable, les différences sont acceptées et on essaie de bâtir sur les différences parce qu'il y a une richesse sur les différences. On n'essaie pas de créer des antagonismes par rapport aux différences. Les différences même par rapport à les classes d'âge. Il faut quand même veiller à aujourd'hui dire qu'il y a un décrochage scolaire, d'accord, les jeunes vont récupérer à la décharge de bobos pour gagner leur vie, et ainsi de suite. Il ne faut pas se limiter à ce constat. Il faut voir aussi toutes les difficultés auxquelles les jeunes de la banlieue sont confrontés pour accéder à une école de qualité. Au-delà du curriculum, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut quoi? Ils n'ont pas d'école, ils vont sur de longues distances, les classes sont engorgées, il faut prendre les transports en commun, c'est fatigant, ils n'ont pas les capacités physiques, et ainsi de suite. Donc il y a toutes ces questions-là qui créent souvent de la discrimination par rapport à certains groupes particuliers. Regardez les femmes auxquelles... Quand il y a un problème dans les transports, regardez comment les femmes le vivent. Comment les femmes le vivent. Au niveau des agressions, au niveau même quand vous avez regardez toutes les difficultés auxquelles font face les femmes quand les transports sont engorgés. Quand il n'y a pas d'éclairage dans certaines zones, alors qu'elles devaient quitter le matin, tout le matin pour aller s'approvisionner en aliments quelque part pour venir les vendre. Tout ça, c'est des questions. Encore, la pire des difficultés que je vois aussi, c'est certaines minorités. Notre ville n'est pas conçue pour ceux qui ont certains handicaps. Comment ils vont prendre les transports? Comment ils vont marcher dans nos villes? Et c'est là où je voudrais aussi mettre l'accent. Quand vous pour un être en très bonne forme, doté de toutes ses capacités, marcher dans notre ville est un parcours du combattant. Tous les obstacles qui sont sur l'espace public. Je dis, mais il ne faut pas qu'on essaie de trouver des parades en disant que oui, il faut que les gens se gagnent leur vie. Oui, mais il faut que ça soit organisé. On ne peut pas laisser l'espace public de cette manière. Même les êtres qui ont toutes leurs capacités physiques ont du mal à se déplacer. C'est pourquoi aujourd'hui, mais au fait, on réfléchit beaucoup sur le transport motorisé, les transports. Mais le transport, c'est la marche. Aujourd'hui, on doit faire planifier les déplacements à pied. Si tu vas dans les villes des pays développés, il t'arrive de faire des kilomètres à la marche. Mais quand tu reviens chez toi à Dakar, tu n'oses même pas faire 100 mètres à la marche. Mais quand même, alors que vous voyez tous les bienfaits de la marche. Est-ce que vous voyez tous les bienfaits de la marche sur le plan physique?
Sur le plan on abandonne un peu les circulations motorisées avec des pollutions. Au plan physique pour l'individu, au plan de la fraternité. Il faut que les gens habitent à côté, mais ils ne fraternisent pas, ils n'ont plus d'endroit pour se fraterniser. Il n'y a pas de jardin, il n'y a rien d'autre. Ils n'arrivent même plus à marcher dans la rue. Donc chacun se lève, prend son véhicule et va vaquer à ses occupations. On est en train de désociabiliser la ville. Maintenant, quand tu considères certaines minorités qui ont des handicaps, la ville n'est pas conçue pour elle. Et quand on parle maintenant de la question du genre, c'est aussi bien ces enfants, ces jeunes, ces femmes, que toutes ces minorités. Il faudrait que la conception de la ville soit pour une pluralité. Parce que ce n'est pas parce que les adultes, hommes, sont dans la prise de décision qu'ils ne voient la ville que par rapport à leur desiderata. C'est pourquoi la planification de la ville doit être beaucoup plus participative au sens d'impliquer tous les segments de la communauté qui n'avaient pas voix au chapitre. Moi, je pense que les jeunes sont plus à mesure d'indiquer ce qui leur convient que je le dise à leur place. Même les enfants, enfin, ils sont confrontés. Donc, cette notion de diversité dans le milieu urbain, elle est mal prise en compte chez nous. Nous avons vraiment beaucoup d'insuffisance pour articuler les demandes, pour produire une ville qui puisse être durable pour ces différents segments.